L'hiver fait ses adieux, lentement, comme un souffle glacé qui s'éteint dans la lumière pâle de l'aube. Les rivières, libérées de la glace, murmurent à travers les forêts anciennes comme des souvenirs éveillés. Ce moment-là, la vie et la mort ne sont séparées d'un temps que par un seul souffle. Bienvenue à la sauvage Allemagne, les espèces rares et l'éveil de la nature oubliée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo dans les commentaires. Avez-vous déjà visité un zoo pour admirer des animaux sauvages ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Allez, c'est parti! L'Allemagne est le cœur de l'Europe. Avec une superficie de plus de 357 000 km², le pays est composé de chaînes de montagnes, de forêts denses, de vastes plaines et d'un littoral qui s'étend le long de la mer du Nord et de la mer Baltique. Les Alpes, au sud, abritent des animaux typiques des régions montagneuses comme les chèvres sauvages, les marmottes et les aigles. Environ un tiers de l'Allemagne est couvert de forêts, ce qui en fait l'un des pays les plus verts d'Europe. La forêt noire, avec sa végétation dense, est le foyer des loups gris, des hiboux royaux et des martres. De plus, cette forêt a inspiré de nombreux contes de fées célèbres des frères Grimm. Les mers du Nord et Baltique se distinguent également, en particulier la région des marais de Wadden, reconnue comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO pour son écosystème unique. Si les pays d'Amérique du Sud possèdent des tribus indigènes marquantes, l'Allemagne est le berceau des anciennes et médiévales civilisations européennes. Tout au long de l'histoire, d'anciennes tribus germaniques ont vécu dans la région pendant plus de 2000 ans, avec un mode de vie étroitement lié aux forêts et à la nature. La culture et la mythologie germanique, avec des figures comme Odin et Thor, ont eu un impact profond sur la culture européenne. Fait curieux, la culture allemande a un lien particulier avec le Brésil. Au XIXe siècle, des milliers d'Allemands ont émigré vers le sud du Brésil, formant des communautés dans des États comme Santa Catarina, Rio Grande do Sul et Paraná. Aujourd'hui, le Brésil est le pays avec la plus grande communauté de descendants d'Allemands des Amériques, et des fêtes traditionnelles comme l'Oktoberfest à Blumenau sont devenues une partie essentielle de la culture brésilienne. Malgré une distance de la moitié du globe, la nature de l'Allemagne et du Brésil offre des images contrastées mais fascinantes. Si le Brésil abrite la forêt tropicale amazonienne, l'Allemagne préserve des forêts tempérées anciennes qui renaissent avec vigueur à chaque printemps. Le printemps arrive, et avec lui des eaux blanches et pures qui entament leur voyage vers la vie, éveillant toutes les créatures endormies par le long et rigoureux hiver. Dans les hautes montagnes des Alpes, du Harz et des Erzgebirge, la nature prend vie sous le toucher délicat des forces primordiales. La fonte de la glace fournit non seulement une abondance d'eau, mais nourrit également chaque brin d'herbe qui pousse sur les pentes rocheuses. C'est précisément là que les premiers de bouquetins courageux surgissent pour défier les falaises abruptes à la recherche de ressources. La glace épaisse qui recouvre les Alpes commence à reculer, révélant d'imposantes falaises et des ruisseaux cristallins qui serpentent à travers les vallées. C'est le moment où le bouquetin alpin Capra ibex, l'une des espèces les plus emblématiques des montagnes d'Europe, célèbre pour sa capacité à escalader, réapparaît des étroites fissures dans les rochers. Les premiers bouquetins sortent prudemment, entamant le voyage de renaissance après le rigoureux hiver. Un mâle adulte mène le groupe, se distinguant par ses impressionnantes cornes courbées, atteignant près d'1 mètre de long et se dressant comme une couronne.
Avec une population d'environ 30 000 individus, principalement concentrés dans les Alpes, le bouquetin alpin est un exemple d'adaptation et de résistance aux dures conditions des montagnes. Son épais pelage rêche qui l'a protégé pendant les mois glacials reflète maintenant une teinte brun clair sous la lumière du soleil. Ce printemps, le dense sous-poil sera remplacé par une couche courte et fine, adaptée aux températures de plus douces. Pesant jusqu'à 120 kg, le mâle adulte semble un gardien silencieux du groupe. Ses pas prudents résonnent sur les roches solides, créant un rythme vibrant qui s'harmonise avec la grandeur du paysage, une symphonie de l'endurance. Les femelles suivent de près, avec des ventres arrondis, signe qu'une nouvelle génération est sur le point de naître. Certains petits, âgés de quelques semaines seulement, s'accrochent à leur mère, apprenant à marcher parmi les étroites fissures des rochers. Ils sont la preuve vivante de la force de la nature dans cet environnement inhospitalier. Bien que leurs pattes tremblent encore, chaque petit saut porte l'espoir renouvelé du printemps, quand tout semble prendre vie. Le bouquetin alpin conquiert les montagnes non seulement par la force, mais par l'anatomie unique de ses sabots. La partie inférieure, douce et flexible comme du caoutchouc, assure l'adhérence sur les surfaces glissantes, tandis que les bords rigides fonctionnent comme des crochets, leur permettant de se déplacer avec confiance dans des espaces de quelques centimètres seulement. Ils escaladent fréquemment des falaises jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Cette incroyable adaptation transforme chaque saut en un spectacle d'équilibre parfait, synchronisé avec le rythme de la nature en rénovation, une danse cosmique. Dans l'énergie vibrante du printemps, la harde de bouquetin avance vers les falaises où la glace a fondu, cherchant les premières sources de nourriture, des pousses d'herbe et des lichens qui poussent timidement entre les roches. Ces sources ne sont pas seulement essentielles à la survie du groupe, mais aussi la clé pour que les femelles gestantes aient suffisamment d'énergie pour la mise bas à la fin du printemps. Cependant, le voyage n'est pas facile du tout. Les falaises hautes sont encore couvertes d'une fine couche de glace glissante et traître. Un seul faux pas pourrait entraîner la perte d'une vie en un instant. Chaque jeune bouquetin escalade prudemment, utilisant ses cornes pour briser la glace et libérer de précieux morceaux d'herbe et de lichen. Les femelles profitent de chaque instant pour mâcher ces sources d'énergie tout en surveillant attentivement les petits qui tentent d'apprendre à s'équilibrer. Pour les jeunes bouquetins, c'est la première leçon de survie. Comment maintenir l'équilibre sur les falaises abruptes ? Se déplacer avec agilité pour éviter les dangers et prospérer dans un environnement qui ne pardonne pas aux faibles. Ces petits bibouquetins n'apportent pas seulement une nouvelle vie à la harde, mais jouent également un rôle vital dans l'écosystème montagnard. En se nourrissant d'herbes et de lichens, ils aident à prévenir la croissance excessive de la végétation, maintenant l'équilibre de l'environnement. Leurs pas ne laisseront pas seulement des traces sur la roche, mais perpétuent aussi le cycle de rénovation de la nature. Les ruisseaux murmurent et le vent siffle entre les rochers, tandis que la harde de bouquetin semble se joindre à cette symphonie de la vie. Un petit concentre toutes ses forces sur son premier saut d'une falaise à l'autre, tandis que la mer attend patiemment de l'autre côté. Les bouquetins communiquent principalement par de courts sifflements d'aigus utilisés pour alerter le groupe. À ce moment, la mère et le petit échangent de doux bêlements. Il y a un instant d'hésitation. Et puis, soudainement, le petit bouquetin rassemble son courage et se lance dans le vide. Avec succès, il atterrit en toute sécurité, accueilli par la joie silencieuse de la harde, un début prometteur pour la nouvelle génération de bouquetins alpins. Chaque pas et chaque mouvement de la harde racontent une histoire de résilience et de renaissance dans les hauteurs. Et ainsi le printemps, saison de vitalité et d'espoir, continue de répandre son énergie à travers les majestueuses Alpes.
Sous le ciel bleu cristallin des Alpes, un aigle royal déploie ses énormes ailes en silence, dessinant des cercles majestueux dans les hauteurs. L'aigle royal est le prédateur le plus redouté des montagnes, et aussi l'oiseau national de l'Allemagne. Dans la culture germanique, il symbolise le pouvoir, la liberté et la sagesse. Son image à tête a été présente sur les armoiries et les drapeaux depuis le Saint-Empire romain germanique jusqu'à nos jours. Si vous aimez collectionner les anciennes pièces de Deutsche Mark, vous pouvez trouver sa figure imposante au verso des pièces de 1 DM, 2 DM et 5 DM. Il n'est pas étonnant que ces oiseaux impressionnants fascinent l'humanité depuis des milliers d'années. Ses plumes au ton brun foncé sont ornées de reflets dorés sur la tête et le cou comme une couronne d'un véritable souverain des cieux. Les ailes de l'aigle royal s'étendent jusqu'à 2,3 mètres, environ 8 pieds, créant une image imposante, presque comme un guerrier ancestral. Imaginez la taille de cela. L'envergure moyenne d'un homme adulte est d'environ 1,70 m, 5 pieds 6 pouces, et celle d'une femme est d'environ 1,60 m, 5 pieds 4 pouces. Étendez vos bras et visualisez la grandeur de cet aigle. L'aigle royal est un chef-d'œuvre de la nature, une combinaison parfaite de force, de vitesse et de vision. Ses yeux sont jusqu'à 8 fois plus perçants que ceux d'un humain, lui permettant de détecter de petites proies à jusqu'à 3 km de distance. Chaque trace qu'il dessine dans l'air n'est pas seulement un geste élégant, mais aussi un moyen efficace de surveiller son vaste territoire. Cette zone peut s'étendre sur jusqu'à 10 km² et est considérée comme inviolable. Mais aujourd'hui, le regard perçant de l'aigle royal n'est pas tourné vers des ennemis, mais vers une proie, un jeune bouquetin qui tente de surmonter sa première épreuve de survie. Lorsque le bouquetin atteint une falaise ouverte, l'aigle perçoit que c'est l'opportunité idéale. D'un puissant battement d'ailes, elle replie ses énormes ailes et plonge comme une flèche. En quelques secondes, normalement, sa vitesse atteint entre 240 et 320 km/h, plus rapide qu'une voiture de Formule 1. La mère chèvre, percevant instinctivement le danger, réagit rapidement. Avec un courage féroce, elle se place entre l'aigle et son petit, levant ses cornes courbées et puissantes comme un défi direct au prédateur. L'attaque décisive a été frustrée. Elle est remontée au ciel, continuant à tournoyer et attendant le bon moment. La vitesse de vol ascensionnelle typique de l'aigle royal, calme et agile, varie entre 45 et 52 km/h. La mère chèvre a conduit son petit vers une autre falaise, essayant d'éviter l'attaque. Mais l'aigle n'a pas laissé passer l'occasion. Avec ses yeux perçants, elle a calculé précisément chaque mouvement de la proie. Une autre plongée s'est produite, cette fois inattendue et rapide comme l'éclair. Ses serres acérées comme des lames ont saisi le petit avec une précision mortelle. Le petit se débattait en vain. Avec ses ailes puissantes, l'aigle royal a soulevé sa proie loin de la falaise, laissant derrière elle les cris et les regards impuissants du reste de la harde. L'aigle royal emporte sa proie vers une falaise élevée où il peut se nourrir sans être dérangé. Pour ce prédateur des cieux, chaque chasse réussie est une preuve de ses compétences exceptionnelles et de son incroyable patience. Après tout, seulement 10% des attaques de l'aigle royal aboutissent au résultat escompté. Le repas d'aujourd'hui n'est pas seulement une source de subsistance pour elle, mais aussi un cadeau à apporter au nid où son partenaire attend aux côtés des œufs sur le point d'éclore. L'aigle royal est connu pour sa loyauté. Une fois qu'ils forment un couple, ils restent ensemble toute leur vie, construisant des nids, chassant et protégeant leur territoire côte à côte, une danse de fidélité. Au printemps, les couples Les couples d'aigles construisent généralement des nids avec de grandes branches sur des falaises élevées. Ces nids peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre, sont réutilisés au fil des ans et deviennent le berceau de poussins forts et vigoureux. Les petits apprennent à chasser avec leurs parents pendant les 4 à 5 premiers mois de leur vie, avant de devenir indépendants et de conquérir les cieux par eux-mêmes, une éducation silencieuse.
Bien que féroce et puissante, le comportement prédateur de l'aigle royal représente l'équilibre naturel. À chaque chasse, elle ne garantit pas seulement sa survie, mais joue également un rôle important dans le contrôle des populations de petits animaux comme les marmottes, les renards et les lapins. Le cycle de vie et de non-vie ne cesse jamais, même si les plus forts prévalent. Dans la défaite du bouquetin, une grande leçon de survie est enseignée à la prochaine génération. La vigilance est essentielle dans cet environnement implacable. La harde de bouquetins a atteint un endroit sûr parmi les rochers où des feuilles d'herbe fraîches les attendent. Mais maintenant, l'espoir repose sur les petits qui restent dans le groupe, également maîtres des pentes montagneuses abruptes. Devant vous se trouvent les chamois. Ce sont des créatures compactes, mais incroyablement fortes qui sautent d'une falaise à l'autre avec une précision impressionnante. Bien qu'ils soient beaucoup plus petits que le bouquetin alpin, ils possèdent de longues pattes musclées, spécialement conçues pour conquérir des terrains escarpés. Tout comme les bouquetins, les sabots des chamois sont divisés en deux parties. Le bord rigide qui assure l'adhérence sur les surfaces rocheuses et le coussinet mou à l'intérieur qui offre la friction nécessaire. Grâce à cette structure, ils peuvent se déplacer facilement sur des falaises verticales ou des prairies montagneuses, des lieux presque inaccessibles aux humains. Les chamois peuvent sauter jusqu'à 6 mètres en une seule fois, traversant les fissures dans les roches avec une agilité impressionnante. Sur terrain plat, ils peuvent atteindre une vitesse de jusqu'à 50 km/h. Les chamois vivent généralement à des altitudes de 1000 à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les prairies alpines, au printemps, sont idéales pour leur alimentation. Composées principalement d'herbes nouvelles, de feuilles et de lichens. Ils sont plus actifs tôt le matin et en fin d'après-midi, évitant la chaleur intense du jour et les moments où les prédateurs peuvent apparaître. Ces animaux ont un comportement grégaire, vivant en petits groupes de 5 à 30 individus, dirigés par une femelle adulte. Les hardes incluent généralement des femelles, des petits et des jeunes mâles, tandis que les mâles adultes vivent en solitaire, ne rejoignant le groupe que pendant la saison des accouplements. Au printemps, après les rudes mois d'hiver, les chamois profitent de l'abondance d'herbes nouvelles et de feuilles vertes pour récupérer de l'énergie. C'est aussi la période où les femelles donnent naissance. Normalement, chaque femelle chamois n'a qu'un seul petit par gestation, mais les nouveau-nés sont capables de se lever et de suivre leur mère en quelques heures seulement après la naissance. Le temps est toujours le diviseur entre la tranquillité et le danger. Les mères s'occupent de leurs petits avec une grande vigilance dans les prairies, tout en leur apprenant à trouver de la nourriture et à éviter les menaces. Avec une vision extrêmement perçante, les chamois peuvent identifier les prédateurs à plus de 1000 mètres de distance. Les prédateurs comme les loups gris, les aigles royaux et les renards sont les principales menaces pour les jeunes chamois. Ils peuvent en rôder à tout moment, comme l'œil vigilant d'un loup gris qui observe de loin. L'agilité des chamois et la coopération en groupe augmentent significativement les chances de survie de toute la harde. Ils ne sont pas seulement les bouquetins qui marquent le réveil du printemps, mais aussi les forêts denses du Harz et des Erzgebirge qui commencent à prendre vie après des mois cachés sous la neige. Le lynx eurasien émerge lentement de son repère d'hiver, accompagné de ses 3 petits curieux qui découvrent le monde extérieur pour la première fois. Avec son pelage doré tacheté de noir et ses longues oreilles ornées de touffes de poils noirs à l'extrémité, le lynx est un symbole d'élégance et de vigilance. Toute la forêt semble renaître. Des pousses vertes vibrantes commencent à apparaître sur les vieux chênes. Le sol se couvre d'un tapis d'herbes nouvelles et les arbustes retrouvent une énergie renouvelée. Sur les branches les plus hautes, une petite mésange huppée vole d'un côté à l'autre, battant ses ailes rapides au rythme pulsant du printemps. Avec sa crête pointue caractéristique, l'oiseau saute de branche en branche, recueillant des morceaux d'herbe sèche et des plumes pour construire son nid, une partie essentielle du cycle de renaissance de la forêt. Sur le sol de la forêt, les jeunes lynx commencent aussi leurs propres aventures. Ils suivent de près leur mère, maladroits mais pleins d'enthousiasme.
Âgés de seulement 2 mois, les jeunes lynx sont déjà assez forts pour quitter leur tanière et explorer l'environnement. C'est le moment où la mère commence la première leçon de survie, leur apprendre à chasser. Pour un lynx, l'habileté à chasser va au-delà d'un simple instinct, c'est un art raffiné transmis par les leçons de la mère. Mesurant de 80 à 130 cm de long et pesant entre 18 et 30 kg, le lynx eurasien est l'un des plus grands félins d'Europe. Ses longues pattes, avec des coussinets doux et flexibles, lui permettent de se déplacer silencieusement sur les feuilles esseulées sèches. Ses yeux perçants et ses oreilles hypersensibles détectent les proies à de grandes distances, un système de détection parfait. La première cible choisie par la mère pour renseigner aux petits est un petit lièvre ou un rongeur dans le champ ouvert. La mère lynx abaisse son corps, se déplaçant prudemment avec les oreilles dressées pour capter tout son autour. Quand elle était à quelques mètres de distance, elle accélère soudainement, avançant avec une agilité et une vitesse remarquables. Bien que la proie perçoive le danger et tente de fuir, elle ne peut échapper au saut précis de la mère lynx. Après le repas, le groupe continue d'explorer la forêt plus profondément, élargissant sa compréhension du territoire. Les lynx vivent généralement dans des forêts denses, avec de grands arbres et des arbustes qui offrent d'excellentes cachettes. Un lynx adulte possède un territoire variant de 20 à 40 km² selon la disponibilité de la nourriture et la densité de population. Dans l'écosystème forestier, le lynx occupe une position cruciale en tant que prédateur supérieur. Il aide à contrôler les populations d'herbivores comme les lièvres, les rongeurs et les petits cerfs. Grâce à la présence du lynx, la végétation est protégée contre la consommation excessive, permettant à l'écosystème de rester en équilibre et de prospérer, un régulateur silencieux. Quand la nuit commence à tomber, le groupe de lynx retourne à son refuge sûr parmi les arbustes denses. En haut, la petite mésange huppée vient de terminer son nouveau nid, se préparant à accueillir la prochaine génération. Son chant mélodieux résonne dans l'environnement, tranquille, se mêlant au rythme vibrant de la forêt qui renaît avec l'arrivée du printemps. La plaine de marée de la mer des Wadden, reconnue comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO, prend un nouvel aspect. S'étendant sur l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, la mer des Wadden est la plus grande zone continue de plaine de marée au monde. La vie renaît au rythme incessant des marées. Sous la douce lumière du soleil printanier, les vastes plaines de boue semblent un miroir gigantesque reflétant le ciel. Mais ce n'est pas seulement un paysage statique. Chaque mètre carré de boue est un univers rempli de mouvements. Sous la surface apparemment vide, des millions de petites créatures commencent à s'éveiller, prêtes à affronter les défis que la nature leur réserve. Dans un coin tranquille de la plage, une femelle phoque gris encourage son petit à entrer dans l'eau. Les petits, nés en hiver, commencent maintenant à apprendre à nager, se préparant à une vie indépendante dans l'océan. Leur pelage blanc et doux est progressivement remplacé par une couche de poils gris plus épaisse qui les aide à s'adapter aux eaux glacées. Les phoques gris sont les plus grands mammifères sans sang marins de la mer du Nord, les mâles adultes pouvant atteindre 3 mètres de long et peser plus de 300 kg. Les femelles, plus petites mais incroyablement patientes, aident les petits à affronter les eaux froides pour la première fois. Ce n'est pas seulement une leçon de natation, c'est un entraînement crucial pour survivre aux prédateurs comme les requins et les phoques mâles plus grands et agressifs. Dans la vaste plaine de boue, des groupes de crabes verts commencent à apparaître, se déplaçant rapidement à la recherche de nourriture. Ils creusent la boue à la recherche de vers, de larves et de fragments organiques. Mais lorsqu'ils sont repérés par une mouette, attirés par la lumière, ces petits crustacés se retrouvent immédiatement en danger. Ils courent pour se cacher dans leur terrier. La mouette plonge rapidement, ses ailes puissantes créant de petits tourbillons sur la boue. Cependant, le temps ne favorise pas ces petits animaux rampants. Avec la marée montante, l'eau de mer inonde la plaine boueuse, apportant avec elle de forts courants.
Les crabes qui ne sont pas assez rapides seront emportés vers des eaux plus profondes, où des prédateurs plus grands comme les poissons et les phoques les attendent. C'est une course pour la survie, un défi implacable, où seuls les plus agiles et les plus chanceux parviennent à s'échapper. La mer des Wadden est un lieu où la vie est façonnée par le rythme incessant de la nature. La marée haute apporte de l'eau, de la nourriture et des opportunités. Mais elle présente aussi des défis implacables. Chaque jour, la plaine de boue disparaît sous les eaux de la mer, ne réapparaissant que lorsque la marée recule. Sous la lumière du coucher du soleil, toute l'étendue de la plaine brille d'une teinte orangée et accueillante. Les petits phoques, épuisés après leur première leçon de natation avec leur mère, les crabes verts creusent à nouveau la boue, se préparant pour la prochaine marée. Dans le ciel, les mouettes continuent de planer, attendant de nouvelles opportunités. À chaque vague qui monte et descend, la mer des Wadden raconte sa grandiose histoire de renaissance, des phoques bécos majestueux aux petits crabes, chaque créature contribue à l'harmonie de la nature. Quand le printemps réchauffe les plaines du nord de l'Allemagne, le ciel se remplit du son des ailes battantes et du chant caractéristique des cigognes blanches, revenant après un voyage migratoire exigeant depuis les savanes d'Afrique. Ces oiseaux majestueux glissent au-dessus des champs verts et des rivières sinueuses jusqu'à atteindre les villages tranquilles où de hauts toits et des nids familiers les attendent. Les ailes blanches des cigognes peignent le ciel tandis que leurs ombres dansent sur les champs vibrants et les rivières sereines. Le son distinctif de leur bec claquant résonne, se mêlant au vent, aux vagues et aux murmures des plaines boueuses de la mer des Wadden, composant une symphonie naturelle pleine de vie. La cigogne blanche est l'un des oiseaux migrateurs les plus impressionnants du monde, parcourant plus de 10 000 km chaque année lors de voyages entre l'Afrique et l'Europe. Pour économiser l'énergie pendant le long vol, elle profite de des courants d'air chaud, connus sous le nom de thermiques, pour planer avec élégance. Avec une envergure d'ailes allant jusqu'à 2 mètres, leurs ailes s'ouvrent comme des cerfs-volants blancs, flottant dans le ciel. Cependant, ce voyage est loin d'être facile. Les groupes affrontent des climats extrêmes, des tempêtes soudaines et des dangers causés par l'homme, comme les câbles électriques et les zones de chasse. Seules les cigognes les plus fortes parviennent à atteindre les villages du nord de l'Allemagne, où elles construisent leurs nids et entament une nouvelle saison de reproduction. À leur arrivée, les toits, les poteaux électriques et même les vieilles tours d'église deviennent des points idéaux pour la perchée et la nidification. Leurs énormes nids, qui peuvent atteindre 2 mètres de diamètre et peser plus de 500 kg, sont restaurés de l'année précédente ou reconstruits avec des branches, de l'herbe sèche et de la boue. Connues pour leur fidélité, les cigognes blanches retournent fréquemment au même nid qu'elles ont construit la saison précédente. Non seulement elles construisent des nids, mais elles renouvellent aussi leurs liens d'affection par des rituels de salutation affectueux. Le son des becs claquants résonne dans le ciel, renforçant le lien entre les couples. Le nid étant prêt, la femelle pond de 3 à 5 œufs, qui sont soigneusement protégés par les 2 parents. Sous le ciel vibrant du printemps, la nouvelle vie est nourrie. Les poussins fragiles, mais pleins de promesses, commenceront bientôt leur première leçon de survie aux côtés de leur mère. Leur défi initial sera de quitter le nid haut en toute sécurité, car au sol, une lutte constante pour la survie les attend. Dans les villages allemands, la vue des cigognes blanches volant ou se reposant dans leur nid élevé apporte une sensation de paix et de bonheur. Dans la culture populaire européenne, en particulier en Allemagne, ces oiseaux symbolisent depuis longtemps la chance, la prospérité et l'unité familiale. Selon la tradition, les cigognes sont des messagères du printemps, apportant la renaissance de la nature. Outre leur signification culturelle, elles jouent un rôle vital dans l'équilibre écologique. Avec un régime alimentaire diversifié qui comprend insectes, poissons, grenouilles et petits rongeurs, elles aident à contrôler les parasites et à protéger les cultures, contribuant à la santé de l'environnement naturel.
Cependant, le voyage des cigognes n'est pas toujours rempli de couleurs vibrantes. Au cours des dernières décennies, la perte d'habitat, la pollution et la chasse illégale ont provoqué un déclin significatif de leur population. Grâce aux efforts de conservation, le nombre de cigognes blanches en Allemagne a augmenté considérablement, avec plus de 4500 couples reproducteurs chaque année. Le printemps cède lentement la place à l'été et les rayons du soleil inondent les forêts anciennes comme la forêt noire et la forêt bavaroise. Dans cet endroit, parmi l'infini vert des chênes, des pins et des sapins centenaires, la vie atteint son apogée éblouissante. Le chant des oiseaux résonne de toutes parts. Ces petits oiseaux, même en menant une vie simple, ne cessent de chercher à construire des nids et à prendre soin de leurs petits. En haut, un groupe de papillons danse dans l'air, brillant comme des faisceaux de lumière au milieu de la profondeur de la forêt. La symphonie de l'été, un chant à la vie, est éveillée. Sous la lumière du soleil qui traverse les cimes des arbres, il semble qu'une main invisible touche toute chose, apportant une nouvelle vie. Les ruisseaux cristallins qui traversent la forêt coulent comme des eaux purificatrices, lavant ce qui est sec et aride, permettant à tous les êtres de renaître et de croître. Sur le sol de la forêt, parmi les feuilles sèches et les herbes qui fleurissent, de jeunes cerfs rouges font leurs premiers pas, suivant leur mère avec curiosité pour explorer le monde qui les entoure. Avec des pattes minces et des taches blanches sur le dos, ils ressemblent à des tas de petites créatures innocentes. Pourtant, chaque pas marque le début d'un voyage de survie rempli de défis. Sous les cimes imposantes des arbres, la mère cerf mène le chemin en silence, avançant avec prudence. Ses longues oreilles le sont toujours dressées, captant même les sons les plus subtils de la forêt. Juste derrière, le jeune cerf suit de près. Son pelage brun clair tacheté de blanc, qui rappelle des rayons de soleil, est un camouflage parfait offert par la nature aux jeunes cerfs. Ce sont les premiers pas vers la survie. Âgés de quelques semaines seulement, ils ont déjà assez de force pour accompagner leur mère. Mais le monde de la forêt est encore nouveau et plein de tentations. Les grands yeux curieux du petit se fixent sur un papillon posé sur une fleur ou explorent dans l'odeur des champignons blancs et des plantes béatons qui poussent parmi les racines. Mais la mère cerf reste toujours en alerte. Pesant jusqu'à 200 à 250 kg et mesurant près d'1,50 m aux épaules, le cerf rouge est l'un des plus grands cervidés de la forêt, connu pour sa force et sa sensibilité. Elle enseigne non seulement aux petits à chercher de la nourriture, mais les protège aussi des dangers constants. Au milieu de l'apparente tranquillité, le craquement d'une feuille sèche résonne au loin. La mère cerf lève la tête et immédiatement ses yeux s'écarquillent, son corps est tendu. Elle sait que quelque part dans la forêt, le loup gris, le prédateur le plus redouté de la région, pourrait rôder attendant d'attaquer. Forte de son expérience de survie, elle guide le petit vers une zone plus dense et protégée. En chemin, elle piétine le sol avec force, un son qui, comme un avertissement pour les autres membres du troupeau et une leçon pour le jeune cerf, indique que le danger est proche. La mère s'arrête un instant, baisse la tête et touche doucement le petit, comme pour le rassurer, avant de continuer. Pendant ce temps, le petit apprend à interpréter les signes du corps de sa mère. Ses petites oreilles en tournent des pointes vers le son étrange, ses pattes tremblent, mais il reste près de sa mère, commençant à comprendre que toute la forêt n'est pas sûre. Dans l'écosystème de la forêt noire et de la forêt bavaroise, le cerf rouge joue un rôle crucial. En se nourrissant d'herbes, de feuilles et d'écorces d'arbres, ils aident à contrôler la croissance excessive de la végétation. En se déplaçant dans la forêt, ils perturbent le sol, dispersent les graines et favorisent donc la régénération des plantes. D'un autre côté, ils sont un maillon vital dans la chaîne alimentaire des forêts anciennes. Ils sont la proie principale des grands prédateurs comme le loup gris et le lynx. Entre la tranquillité et les dangers des forêts anciennes, le cerf rouge continue de raconter l'histoire de la vie.
La nature et l'existence s'entrelacent pour nourrir les jeunes vies qui font leurs premiers pas dans le monde, une danse de l'interdépendance. Même avec toute la vigilance des mères, les jeunes cerfs rouges finissant par tomber sous le radar du prédateur le plus redouté de la forêt, le loup gris. Les yeux perçants de l'alpha observent attentivement à travers la végétation dense, suivant chaque mouvement de la harde. Après des siècles d'absence, les loups gris ont renaissant. Ils sont revenus plus forts que jamais, portant la force et l'intelligence qui les rendent souverains du monde sauvage, comme la nature les a façonnés. Il y a quelques décennies, les loups gris étaient pratiquement éteints en Allemagne, chassés impitoyablement et leurs habitats détruits. Ils n'existaient plus que dans les contes de fées, comme des méchants mal compris. Mais grâce aux efforts de conservation, depuis 2000, les premières meutes venues de Pologne ont commencé à revenir en Allemagne, s'établissant dans des forêts denses comme celles de Saxe et du Brandebourg. Aujourd'hui, l'Allemagne abrite plus de 150 meutes, totalisant environ 1800 individus. Les loups ont non seulement survécu, mais se sont adaptés et ont prospéré dans les forêts européennes, où la coexistence entre humains et nature est une réalité constante. Contrairement aux vastes régions sauvages comme la Sibérie ou l'Amérique du Nord, les loups gris d'Allemagne sont confrontés à un environnement plus diversifié, des forêts mixtes au nord, au pâturage et aux montagnes basses. Leur présence est souvent très proche des zones habitées par les humains, bien plus que dans d'autres pays. Cela les force à développer des comportements extrêmement prudents, évitant au maximum le contact direct. Les loups adultes agissent comme des professeurs, transmettant aux nouvelles générations les techniques de chasse et les stratégies de survie. Ils ont perfectionné leur capacité à disparaître, réduisant les bruits et les odeurs. Restant presque indétectables, même dans les forêts, qui présentent maintenant des traces humaines. Le printemps et l'été apportent une abondance de proies herbivores, mais intensifient également la compétition entre les loups et d'autres prédateurs comme le lynx. Les loups ne chassent pas seuls, leur succès dépend de la coordination impeccable de la meute composée de 5 à 15 individus. La meute fonctionne comme une société organisée où chacun a un rôle défini. L'alpha mène et commande, tandis que le bêta assiste et les autres membres exécutent les attaques et bloquent les proies. Dans cette chasse, l'alpha est une femelle, son pelage gris argenté brillant au soleil. La femelle alpha a une longueur corporelle de plus de 1,50 m et pèse environ 40 kg. Les loups gris en Allemagne sont généralement plus petits que leurs homologues d'Amérique du Nord. Ils sont également plus légers que les loups qui habitent les régions froides comme la Russie ou le Canada. La chasse commence en silence. D'un regard glacial, l'alpha donne le signal à la meute de se diviser en 2 groupes. Le premier groupe s'approche furtivement par derrière, conduisant la harde vers une zone ouverte. Le second groupe, quand les ailes cachés dans les arbustes, ferme le cercle. Rien ici n'est aléatoire, chaque mouvement est soigneusement calculé pour minimiser l'effort et le risque. Au signal final, les loups avancent. Le son soudain fait disperser la harde de cerfs rouges dans la panique. Mais les loups n'attaquent pas immédiatement. Ils forcent les proies à courir, les épuisant et désorganisant leur formation. La mère cerf, forte de son expérience, guide rapidement son petit à travers les arbustes denses et les arbres tombés, précisément là où les loups avaient planifié l'encerclement. D'autres membres de la meute maintiennent des positions stratégiques, formant un cercle impénétrable. Le petit, malgré tous ses efforts, est acculé. D'un puissant bond, l'alpha le domine, enfonçant ses dents acérées dans le cou de la proie. La morsure des loups gris, d'une force allant jusqu'à 400 psi, est conçue pour déchirer la chair et briser les os. Le bref cri du petit résonne dans la forêt, puis le silence tombe à la tombée de la nuit.
Ce n'est pas seulement le triomphe des loups, mais aussi une leçon de survie sur l'unité et la stratégie, des fondements qui ont assuré la survie de l'espèce pendant des milliers d'années. Les petits loups, observant de près, sont témoins de ce moment comme de leur première leçon. Ils apprennent à reconnaître l'odeur du sang, à se coordonner avec la meute et surtout à survivre dans un monde implacable. Le festin terminé, le hurlement de la meute résonne dans la forêt, un chant à la fois mélancolique et puissant. Ce n'est pas seulement un appel à l'unité, mais une déclaration que les loups gris sont de retour, apportant leur force et leur intelligence extraordinaires. Sous la lumière de la lune, ils poursuivent leur voyage, laissant des empreintes marquées sur le sol de la forêt ancestrale. Les prédateurs, autrefois traqués et incompris, retrouvent maintenant leur place légitime dans le monde sauvage. Pendant ce temps, le reste de la harde de cerfs rouges atteint un endroit sûr. Pendant un bref instant, la nature sauvage révèle sa réalité brute aux petits. Les mères reprennent patiemment la tâche d'enseigner aux petits comment éviter les prédateurs. Chaque pas est une leçon de survie, et seuls les plus agiles auront la chance de vivre. Un nouveau jour commence sous les cimes imposantes des arbres de la forêt noire. La lumière du soleil traverse les feuilles, créant des faisceaux lumineux brillants et enchanteurs. Une poursuite marque le début du rythme intense de la vie ici. La martre, avec son corps petit mais musclé, est concentrée sur sa proie. Un écureuil saute de branche en branche, essayant de s'échapper. Pendant ce temps, le loup gris se repose à l'ombre des grands arbres, inconscient de cette dispute en dehors de son territoire. La martre est un petit carnivore de la famille des Mustelidae, mesurant entre 45 et 55 cm et pesant seulement 1,5 kg. Son pelage épais et soyeux, généralement de couleur marron foncé, est mis en valeur par une tache jaune vif sur le cou. Bien qu'elle ait une apparence adorable et active, c'est l'un des prédateurs les plus habiles des cimes des arbres. Son incroyable agilité est son principal secret. Avec de grandes pattes et des griffes acérées, la martre grimpe aux arbres, s'accroche à de fines branches et effectue des sauts de jusqu'à 4 mètres entre les branches. Son corps flexible et son excellent équilibre garantissent qu'elle commet rarement des erreurs dans ses manœuvres au-dessus du sol. Un écureuil roux est distrait, rongeant une pomme de pin sur une branche basse. À pas légers et silencieux, la martre s'approche utilisant toute son habileté pour éviter de faire le moindre bruit. Ses yeux noirs sont fixés sur sa proie. L'écureuil roux, l'une des créatures les plus agiles de la forêt, perçoit le danger à temps. D'un saut rapide comme l'éclair, il se lance sur une branche plus haute, déclenchant une poursuite entre 2 maîtres grimpeurs. L'écureuil, avec l'avantage d'un corps plus léger, change de direction avec une extrême facilité pendant l'escalade. Mais la martre, avec une plus grande endurance et patience, maintient sa position et poursuit la chasse. La martre ne dépend pas seulement de la vitesse et de l'agilité, elle est aussi une chasseuse stratège. Omnivore, son régime alimentaire comprend les écureuils, les petits oiseaux, les œufs et les rongeurs. Elle observe attentivement depuis un point élevé avant d'approcher sa proie avec prudence et d'exécuter une attaque surprise. Sa capacité d'adaptation à l'environnement forestier dense en fait l'un des prédateurs les plus redoutables de son habitat. En tant que maillon crucial de l'écosystème, la martre joue un rôle fondamental dans le contrôle de la population de rongeurs, aidant à réduire les dommages à la végétation. De plus, en consommant des fruits, elle contribue à la dispersion des graines. En prédatant les écureuils roux et les campagnols, la martre maintient également l'équilibre entre les espèces, favorisant la stabilité de l'écosystème. En Allemagne, la martre est un habitant petit mais indispensable des forêts denses. Son agilité et sa dextérité illustrent parfaitement comment chaque créature s'adapte de manière unique à son habitat, une danse de l'adaptation.
Quand la nuit tombe et que l'obscurité enveloppe la forêt bavaroise, un son doux rompt le silence venant d'en haut. Le battement d'ailes d'un hibou grand-duc d'Europe coupe l'air tranquille. Avec une envergure d'ailes allant jusqu'à 1,80 m et des yeux orange vifs qui brillent dans l'obscurité, le hibou est un prédateur silencieux mais incroyablement puissant au milieu de la nuit. Une mère hibou se pose doucement près du nid. Dans le nid, les petits hiboux, couverts de plumes duveteuses, blanches et grises, tendent leur tête curieuse, attendant avec impatience le repas. Mais cette nuit, au lieu d'apporter de la nourriture, la mère décide d'enseigner une leçon essentielle. Comment chasser. Le hibou grand-duc est l'une des plus grandes espèces de chouettes au monde, mesurant jusqu'à 70 cm de long et pesant entre 2,5 et 4,5 kg. Son plumage dense et doux permet un vol presque entièrement silencieux. Ses oreilles incroyablement sensibles captent les moindres bruits de proie jusqu'à 50 mètres de distance. Les yeux du hibou grand-duc sont 2 fois plus grands que ceux d'un être humain. En plus de voir dans des conditions de faible luminosité, ses yeux offrent une précision extraordinaire dans la localisation des cibles. Cette nuit, le hibou détecte facilement un mouvement dans l'herbe épaisse, sans aucune aide de la lumière. Sous la douce lueur de la lune, la mère hibou guide ses petits vers une clairière où les campagnols se nourrissent habituellement la nuit. Elle vole bas, glissant entre les arbres sans émettre le moindre son. De là-haut, ses yeux attentifs scrutent le sol jusqu'à ce qu'elle repère une petite souris rongeant des graines d'herbe. Puis, dans un mouvement fulgurant, la mère fond sur sa proie, montrant à ses petits comment capturer une cible avec précision. Il n'y a pas de gaspillage ici. Une fois la proie capturée, elle est avalée en entier, sans mâcher. Les tissus mous sont digérés, tandis que les os, les poils et les griffes sont rejetés plus tard, compressés en pelotes sèches. Ces petites masses sombres au pied des arbres sont les traces invisibles d'un prédateur invisible. Chaque capture est un acte d'équilibre. Les rongeurs, les reptiles, les oiseaux trop jeunes, tous sont choisis avec soin. Ce prédateur ne tue pas par excès, mais par nécessité. À travers ses chasses nocturnes, il régule, il filtre, il permet aux forêts de respirer plus juste. Là où il vole, l'air ne vibre pas. Le silence est sa plus grande arme. Patient, précis, il façonne l'équilibre sans bruit. Il n'impose rien, il corrige. Et dans chaque battement d'aile, c'est la nuit elle-même qui veille sur la vie. Au-delà des louches gris et des prédateurs terrestres, explorons les histoires fascinantes de la mer. Le ballet des oiseaux, là où le ciel rencontre l'océan. Les rayons du soleil d'été se répandent sur la surface bleue profonde de la mer Baltique. Des groupes de fous de bassins du Nord surgissent, transformant le ciel en un tableau dynamique rempli de nuances de blanc. Leurs cris résonnent, se mêlant au son des vagues se brisant sur la côte, composant une symphonie vibrante de l'océan. Les fous de bassin sont en pleine saison de reproduction, et l'île d'Helgoland, la seule île d'Allemagne située en eau profonde, devient le théâtre principal du cycle de renaissance de ce magnifique oiseau marin. Le fou de bassin est l'un des plus grands oiseaux marins d'Europe, avec une envergure d'ailes allant jusqu'à 1,80 m. Son plumage blanc impeccable, avec une touche de jaune clair sur la tête et des bords noirs sur les ailes, le fait ressortir contre le ciel bleu. Plus que beaux et imposants, ces oiseaux sont des chasseurs habiles, dominant les cieux au-dessus des océans. D'en haut, ils identifient donc des banquements de poissons nageant juste sous la surface. Un fou de bassin tourne avec ses yeux perçants fixés sur la proie avant de plonger comme une flèche argentée. Avec une vitesse allant jusqu'à 100 km/h, l'impact de la plongée fait éclabousser l'eau. Lorsque l'oiseau atteint les poissons, son bec long et pointu capture la proie en un instant.
Le groupe de fous de Bassant plonge en séquence, transformant la mer en une pluie blanche d'ailes et de plongées puissantes. Ce n'est pas seulement un spectacle éblouissant, mais aussi une démonstration des capacités de chasse extraordinaires de ces oiseaux, une symphonie de la chasse. Chaque été, l'île d'Helgoland devient le foyer de milliers de couples de fous de Bassane. Les falaises rouges qui s'élèvent au-dessus de l'océan offrent l'endroit idéal pour construire des nids. Ces oiseaux nichent en colonies denses, avec des centaines de nids regroupés sur les falaises. Le mâle et la femelle participent à la construction du nid, utilisant des algues marines, de l'herbe sèche et même des morceaux de plastique ou de lignes de pêche trouvées en mer. Cela sert de triste rappel de l'impact humain sur l'environnement. Après avoir terminé le nid, la femelle pond un seul œuf et les deux parents se relaient pour l'incuber. Les petits sont nourris par régurgitation, stimulant le dessous du bec de l'adulte pour les inciter à régurgiter la nourriture. Les fous de Bassane jouent un rôle vital dans le maintien de l'équilibre écologique des océans et servent d'indicateurs de la santé marine. Avec un régime alimentaire principalement basé sur des poissons comme les harengs, les sardines et les maquereaux, ils aident à réguler la population de ces espèces, prévenant les déséquilibres dans la chaîne alimentaire. Cependant, la présence de matériaux plastiques dans les nids des fous de Bassant est un avertissement clair sur la pollution des océans. Chaque année, de nombreux poussins de fous de Bassant meurent en ingérant du plastique ou en étant piégés dans des filets de pêche abandonnés. Sous le ciel lumineux de la mer Baltique, des milliers de fous de Bassant volent en cercle autour de l'île d'Helgoland. Chaque plongée dans l'océan, chaque œuf soigneusement incubé, chaque poussin qui naît, tout symbolise le cycle incessant de renaissance de la nature. Même les plus petits individus contribuent au grand cycle de la vie, une symphonie de la résilience. Les eaux tranquilles parcourent les grands fleuves et les vastes lacs d'Allemagne. C'est une scène naturelle pour une riche diversité d'espèces et des histoires fascinantes de renaissance et de survie. Le long du fleuve Rhin, où les ondulations reflètent le ciel, des banques de cormorans survolent l'air. Les pélicans sont une vision familière le long des grands fleuves d'Allemagne. Avec leurs grandes ailes noires et leur vol puissant, ce sont des prédateurs habiles. En groupe, ils plongent à fond dans l'eau avec des mouvements précis. Leur long bec courbé capture rapidement les poissons agiles juste sous la surface. Dans les méandres tranquilles de l'Elbe, le castor européen renaît, surgissant sous la lumière dorée du crépuscule en transportant de petites branches pour construire son terrier. Ce mammifère semi-aquatique était autrefois chassé presque jusqu'à l'extinction pour sa précieuse fourrure et ses glandes odoriférantes. Les castors ne construisent pas seulement des terriers en bois, mais créent également de petits barrages qui améliorent l'écosystème local, offrant un habitat à diverses espèces de poissons et d'insectes. Le fleuve Danube, avec sa longueur légendaire, raconte une histoire unique sur le plus grand saumon du monde, le saumon du Danube. Cette espèce, que l'on ne trouve que dans les rivières originaires d'Allemagne, peut atteindre 1,50 m de long et peser plus de 50 kg. Les régions des rivières et des lacs d'Allemagne sont des lieux où la nature est en parfaite harmonie, créant une symphonie vibrante de vie. Dans ces eaux, la vie non seulement persiste, mais se renouvelle continuellement avec résilience et une touche d'alchimie.
L'automne arrive, apportant des brises fraîches, annonçant la transition de la nature. Chaque cycle de vie fait partie du plan merveilleux que la conscience a soigneusement tracé. Avec sa vitalité, elle a peint ce paysage, offrant au ciel et à la terre de nouvelles couleurs vibrantes. Les forêts du nord de l'Allemagne, des plaines ondulantes du Mecklembourg-Poméranie occidentale aux forêts denses du Schleswig-Holstein, se partent ensemble d'un manteau magique. Les branches des érables et des chênes se teignent de rouge, d'orange et de doré, comme si elles racontaient un conte de fées sur la renaissance de la terre. Les feuilles d'érable et de chêne tombent doucement, formant un tapis sur le sol. Mais derrière cette beauté se cache la hâte des créatures, toutes occupées à se préparer pour un nouveau cycle de vie. Sur les branches hautes des arbres, les écureuils roux, avec leur pelage soyeux d'un orange vibrant, s'affairent à collecter noix, pommes de pin et glands. Avec leurs pattes agiles et une queue duveteuse qui ressemble à une épice de blé mûr, ils sautent de branche en branche, cherchant et stockant de la nourriture dans des cavités secrètes des arbres. Ces provisions précieuses au Sorsochram seront essentielles pour les aider à affronter les rudes mois d'hiver qui approchent, une méditation sur la prévoyance. La lumière du soleil automnal traverse les cimes des arbres de la forêt ancienne, tandis que le sol tremble sous les pas de 2 cerfs rouges mâles. Ce n'est pas une simple dispute, c'est une bataille pour décider de la suprématie et de l'opportunité de transmettre leurs gènes à la prochaine génération. Les bois des cerfs rouges mâles sont des symboles de force et de statut dans leur monde. Chaque printemps, leurs bois commencent à repousser, se développant à un rythme impressionnant jusqu'à 2 cm par jour au plus fort de la croissance. Une fois complètement formés à la fin de l'été, les bois peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long et peser plus de 10 kg, avec une apparence ramifiée ressemblant à des branches d'arbres. Les mâles avec des bois plus grands et plus ramifiés sont souvent plus attractifs pour les femelles pendant la saison des accouplements en automne. La couche de velours doux qui protège les bois pendant leur croissance est frottée contre les troncs d'arbres, révélant une structure robuste prête pour des combats intenses. Au cœur de la forêt silencieuse, 2 cerfs mâles, chacun avec une imposante ramure qui ressemble à une couronne naturelle, se font face. Leur respiration lourde résonne, signalant que la bataille est sur le point de commencer. Tous 2 baissent la tête, inclinant leur lourde ramure d'un vers l'adversaire. En un instant, ils s'élancent l'un contre l'autre avec un impact brutal. Le son des ramures s'entrechoquant résonne dans la forêt comme un tintement métallique. Des coups puissants, des mouvements stratégiques et une détermination infatigable créent une scène à la fois sauvage et majestueuse. Après plusieurs minutes de combat, l'un des cerfs, plus grand et avec des bois plus denses, prend finalement le contrôle. Il repousse son adversaire pas à pas jusqu'à ce que le vaincu soit contraint de reculer, laissant le territoire et le groupe de femelles au vainqueur. D'un brame fort et retentissant, le vainqueur déclare sa force et sa suprématie dans la saison des accouplements. Les femelles proches, attirées par sa force et son autorité, commencent à s'approcher, prêtes à être choisies par le nouveau dominant. Dans la sérénité de l'automne, des bancs d'hirondelles arctiques apparaissent gracieusement, dessinant des traces dans le ciel bleu-gris. C'est l'un des moments les plus magiques de la nature en Allemagne. L'oiseau migrateur le plus lointain du monde fait une pause sur ce territoire, se reposant et refaisant ses forces avant de poursuivre son grand voyage.
L'hirondelle arctique n'est pas seulement un oiseau migrateur commun, mais un symbole de résilience et de merveille dans le règne animal. Elle effectue un vol circulaire de l'Arctique à l'Antarctique et retour, parcourant une distance totale de jusqu'à 70 000 km par an, surpassant toute autre espèce d'oiseau dans le monde. Pendant cette migration épique, les plaines boueuses du Wadden, dans la mer des Wadden, deviennent un point d'arrêt crucial. Les vastes zones exposées par la marée basse offrent une nourriture abondante, comme les crustacés, les mollusques et les petits poissons. L'hirondelle arctique récupère son énergie grâce à ces ressources avant d'affronter la traversée difficile de l'océan. Bien que petite, l'hirondelle arctique a une envergure d'aile de 75 à 85 cm. Son plumage blanc pur, sa tête noire et son bec rouge créent une apparence distinctive dans le ciel. Sa capacité de vol est un véritable spectacle naturel. Elle peut maintenir une vitesse de vol constante et ses glissades et acrobaties spectaculaires capturent facilement les proies en l'air. Elle survole fréquemment la surface de l'eau avant de plonger avec précision pour attraper de petits poissons ou des crevettes. Ses yeux perçants trouvent facilement les proies sous l'eau. Aux proies sous l'eau, à mesure que l'automne dans la mer Baltique touche à sa fin, les groupes d'hirondelles arctiques s'envolent une fois de plus vers le lointain pôle sud. Ils laissent derrière eux les tranquilles plaines boueuses. Leurs petites empreintes semblent rester gravées dans le sable humide, comme un adieu silencieux. Le grand voyage de l'hirondelle arctique ne signifie pas seulement une migration, mais relie également les écosystèmes du monde entier. De l'Arctique gelé à l'Antarctique, couvert de glace, chaque lieu où elle se pose est une pièce essentielle de leur survie et de leur cycle de vie. Avec le départ des hirondelles arctiques, les plaines boueuses du Wadden et la mer Baltique retrouvent leur calme habituel. Seules restent les brises marines et le doux murmure des vagues comme une promesse de retrouvailles. Leur départ ne marque pas une fin, mais le début d'un nouveau cycle, dans lequel elles reviendront sur ces mêmes plaines lorsque le printemps frappera à la porte. Les pics élevés des Alpes, les vastes forêts vertes et les plaines boueuses immaculées du Wadden, la nature de l'Allemagne est une œuvre majestueuse tissée par les mains invisibles des forces primordiales. Cependant, en ces temps de changement, ce paysage fait face à des défis immenses, le changement climatique, la perte d'habitat et les impacts causés par les actions humaines. La nature offre la vie, mais impose aussi des défis rigoureux. La température moyenne en Allemagne a augmenté de 1,6 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Ce changement a raccourci l'hiver, affectant gravement les espèces qui dépendent du froid intense pour se reproduire. Le saumon du Danube, le plus grand saumon du monde, en est un exemple frappant. Le réchauffement des eaux interrompt son cycle de reproduction, réduisant sa population de 20% au cours des 10 dernières années. De plus, la fonte accélérée des glaciers dans les Alpes a considérablement diminué les habitats des espèces qui dépendent des eaux froides, comme le castor européen. Des inondations dévastatrices et des sécheresses extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes en Allemagne. En 2021, une inondation historique dans les États de l'ouest du pays a coûté la vie à des centaines de personnes et détruit 30% des bancs de sable le long des rivières, des habitats essentiels pour les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs. D'un autre côté, les sécheresses prolongées pendant l'été affaiblissent légèrement les forêts, augmentant le risque d'incendie dans la forêt noire et la forêt bavaroise,
menaçant des animaux comme le lynx et l'écureuil roux. L'expansion urbaine et agricole a réduit drastiquement les habitats naturels de diverses espèces. Depuis 1990, l'Allemagne a perdu plus de 6% de sa couverture forestière, soit environ 250 000 hectares, pour faire place à des constructions et des terres agricoles. Plus de 70% des zones humides, y compris les plaines boueuses du Wadden, ont été transformées ou dégradées. Cette perte a fortement impacté les oiseaux migrateurs comme le courlis cendré et l'hirondelle arctique. Au cours des 20 dernières années, le nombre d'oiseaux migrateurs qui passeront par ces zones a chuté de jusqu'à 30% annuellement. Plus d'1 million de tonnes de plastique sont trouvées chaque année dans les eaux du Wadden et de la Baltique. L'albatros à piétron noir, qui confond fréquemment le plastique avec de la nourriture, subit de graves conséquences. Les statistiques montrent que 20% des poussins meurent avant de quitter le nid en raison de l'ingestion de plastique ou de l'emprisonnement dans des filets de pêche abandonnés. De plus, les résidus chimiques de l'agriculture, notamment le nitrate provenant des engrais, polluent les eaux souterraines et les rivières. Cela menace la survie des espèces de poissons comme le saumon du Danube et le brochet européen qui dépendent d'eau propre pour vivre. Bien que la législation allemande soit stricte en matière de protection de la faune, la chasse illégale persiste. Le loup gris, un symbole de renaissance après des siècles d'extinction locale, fait face à de nouveaux dangers. En 2022, 23 loups ont été abattus ou empoisonnés dans l'est de l'Allemagne, soulevant des préoccupations quant à la durabilité de la population de l'espèce. Ces menaces n'affectent pas seulement des espèces isolées, mais provoquent également des déséquilibres dans les écosystèmes dans leur ensemble. La réduction des prédateurs supérieurs comme le loup gris et le hibou royal a entraîné une augmentation incontrôlée d'herbivores comme le cerf rouge, exerçant une forte pression sur la végétation forestière. La perte de biodiversité réduit l'efficacité des écosystèmes à absorber le CO2. On estime qu'au cours des dernières années, la capacité des écosystèmes allemands à capturer le CO2 a diminué de 20%, aggravant encore le changement climatique. Reconnaissant la responsabilité intrinsèque de préserver la vie, les Allemands se sont engagés dans une odyssée de préservation, de restauration, de soins et de protection de ces merveilles naturelles. L'expansion des aires protégées et la création d'habitats sont des priorités dans chaque pays. En Allemagne, il y a actuellement 16 parcs nationaux, 17 réserves de biosphère et 105 parcs naturels. Plus de 400 zoos et parcs animaliers sont en activité dans le pays. Le zoo de Berlin, inauguré en 1844, est le plus ancien d'Allemagne et possède l'une des collections d'espèces animales les plus complètes au monde. Dans les plaines boueuses du Wadden, l'un des plus grands écosystèmes de marais au monde, plus de 10 millions d'oiseaux migrateurs passent annuellement. Cette région est un point d'arrêt crucial sur leur voyage. Grâce à des initiatives de conservation, plus de 1000 hectares, 2500 acres, de zones humides ont été restaurés, créant des habitats idéaux pour diverses espèces d'oiseaux. Le nombre d'hirondelles arctiques a augmenté de 15% en une décennie. Les courlis cendrés ont atteint un record de 60 000 individus chaque automne. Non loin de là, dans les forêts anciennes de la Forêt Noire, une autre histoire de renaissance s'écrit. Le hibou royal, qui avait presque disparu, est revenu habiter la région. Des mères patientes enseignent à leurs petits à chasser dans l'obscurité. Le lynx silencieux, parmi les cimes ombragées, marque son retour après des années d'absence. Grâce à des programmes de reboisement,
plus de 3000 hectares de terres ont été récupérés, offrant un refuge sûr pour les espèces rares. La population, qui n'était que de 5 individus en 2000, atteint aujourd'hui 125, un jalon dans les efforts de conservation en Allemagne. L'histoire du retour des loups gris est une légende de renaissance et un témoignage du pouvoir de la nature lorsqu'elle est protégée par l'être humain. Après plus d'un siècle d'extinction locale due à la chasse, les loups sont revenus en Allemagne grâce à des lois de protection rigoureuses et à la collaboration entre humains et faune. Actuellement, plus de 1800 loups vivent en 150 meutes réparties dans le pays. Des mesures montrent telles que les clôtures anti-loups et le soutien aux éleveurs pour la protection de leurs troupeaux ont réduit les conflits et ont permis à ce prédateur supérieur de jouer son rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Les loups aident à contrôler la population d'herbivores comme les cerfs, maintenant l'harmonie naturelle. Un autre exemple de récupération est le saumon du Danube, le plus grand saumon du monde, dont la population a été gravement impactée par la pollution et la construction de barrages. Avec plus de 250 000 alevins libérés dans les affluents du fleuve chaque année, le Danube est maintenant témoin d'un retour vigoureux de l'espèce. Plus de 5 000 individus sont déjà revenus nager dans ces eaux cristallines. Outre les aires protégées et les projets de restauration, l'Allemagne investit dans l'éducation et la sensibilisation du public. Des programmes comme Natur Erleben, Découvrir la nature, organisent plus de 10 000 excursions annuelles, rapprochant des milliers d'enfants et de familles de la nature et du rôle humain dans sa protection. L'initiative Plastic Free Baltic, Baltique sans plastique, recueille plus de 500 tonnes de déchets plastiques par an sur les plages de la Baltique, rendant l'habitat plus sûr pour des espèces comme l'albatros à piètre noire. Les histoires de renaissance dans les plaines du Wadden, dans les forêts de la forêt noire et dans les eaux du Danube ne sont pas seulement des réalisations humaines, mais aussi des rappels de la merveilleuse beauté de la vie. La nature ne cesse de se renouveler. Prenez soin de la nature comme d'un don, car protéger la vie, c'est honorer le lien profond que nous avons avec ce monde. Souhaitez-vous découvrir comment l'Allemagne est pendant le rude hiver? Laissez votre commentaire et partagez vos impressions. Cela sera une grande inspiration pour continuer à conserver la nature, protégeant la vie abondante et cette planète merveilleuse pour les prochaines générations. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines aventures incroyables. Et si vous souhaitez continuer à explorer les batailles intenses pour la survie, regardez Kalahari sauvage, la lutte pour la survie dans le désert implacable, et Zerado, la chasse à la survie dans la savane tropicale.